Bonjour. Cette vidéo fait suite aux deux vidéos sur les fonctions à plusieurs variables et les intégrales multiples. Ici, nous allons nous intéresser aux fonctions à deux variables, plus exactement à l'étude des extrémums à l'aide des mineurs principaux. Alors, le support de discussion sera l'exercice suivant, soit f et g, deux fonctions de classe C infinie, telles que f de xy est égal à x carré plus y carré g de xy, avec ici comme condition g de 0, 0 différent de 0. Première question, montrer que f admet un extrémum au point 0, 0. Deuxième question, montrer qu'il existe un voisinage V de 0, 0 sur lequel f n'admet pas d'autre extrémum qu'au point 0, 0. Avant de commencer à discuter de cet exercice, nous allons passer en revue les étapes de la recherche d'extrémum d'une fonction. Alors, le premier point consiste à la recherche des points critiques qui sont solutions des équations, dérivée partielle de f par rapport à x égale 0 et dérivée partielle de f par rapport à y égale 0. Alors, une fois ces points trouvés, en chaque point critique, par exemple x0, y0, il va falloir ensuite calculer les dérivées secondes de f au point x0, y0, ce qui nous permet de former la matrice hessienne. Dans cette matrice, la dérivée seconde de f par rapport à x2 est en général notée R, la dérivée seconde de f par rapport à y2 est notée t, et les dérivées mixtes, qui sont égales lorsqu'elles sont continues, sont notées s. Alors, normalement, pour ne plus se rappeler qui est noté quoi, nous allons procéder à l'aide des mineurs principaux. Alors, il s'agit des déterminants suivants. D1, ce sera le déterminant de la matrice à partir du sommet haut à gauche, ayant une ligne, une colonne. Donc, c'est le déterminant de la matrice R qui vaut R. D2, c'est le déterminant de la matrice formé des deux premières lignes et des deux premières colonnes. Donc, c'est le déterminant de H, et qui vaut RT moins S carré. Si on était en dimension supérieure, eh bien D3 sera le déterminant de la matrice formée par les trois premières lignes et les trois premières colonnes, et ainsi de suite. Une fois les mineurs principaux calculés, la discussion se fait de la manière suivante. On regarde D2. Si D2 est positif, alors on a un extrémum qui dépend de D1. Autrement dit, si D1 est positif, c'est un minimum local. Et si D1 est négatif, c'est un maximum local. Ensuite, si D2 est négatif, nous avons un point de sel, quel que soit le signe de D1. Dans les cas qu'on vient de voir, D2 n'est pas nul. Donc il reste un cas douteux qui est le cas où D2 est nul. En général, dans la recherche d'extrémum, l'étude du signe de la différence f de xy moins f de x0, y0 est donnée par le signe de la forme quadratique qui a h associe petit h transposé grand H, la hessienne fois petit h, que nous allons rencontrer ici dans le rappel de la formule de Taylor, pour h différent de 0 naturellement. Or, si D2 est nul, c'est-à-dire le déterminant de h est nul, alors h n'est plus inversible et le noyau de cette forme quadratique n'est plus réduit à 0. Par conséquent, quand on est sur le noyau, on ne peut plus décider du signe de la différence. Donc, pour étudier le signe de la différence sur la région de doute, c'est-à-dire sur le noyau, il y a deux méthodes. Soit utiliser la formule de Taylor, comme on va le voir, soit, deuxième cas, et je vais commencer par rappeler ce cas, essayer de remarquer deux chemins différents, ou bien deux courbes continues différentes, qui passent par le point critique et sur lesquels la différence n'a pas le même signe, et conclure à ce moment qu'on est devant un point de sel. Si on n'arrive pas à localiser de tels chemins, on n'a d'autre choix que la formule de Taylor. Lorsqu'on revient à la formule de Taylor, on sait que si A est un point critique, la différence f de A plus h moins f de A est égale
1 sur factoriel 2, bon, on suppose les dérivées partielles premières ont disparu, il reste les dérivées secondes, troisième, etc. Donc 1 sur factoriel de sigma de ij égale 1, 2 de hi, hj, dérivée seconde de f par rapport à xi, et puis par rapport à xj au point A, plus un reste qui est formé des dérivées troisième de f en un point A plus θ h, donc qui dépend de θ. Donc, nous voulons le signe de cette différence. Mais lorsqu'on est dans le noyau de la forme quadratique, le premier terme du deuxième membre est nul. Et par conséquent, la différence est égale à ce sigma-là formé des dérivées partielles d'ordre 3, mais on a un point A plus θh qui dépend de θ, et θ est inconnu. Donc ce terme ne permet pas de donner le signe de la différence quand on est sur le noyau de la forme quadratique. Dans ce cas, pour éviter le θ, il faut pousser le développement. À l'ordre 3, par exemple, on aurait la différence f de a plus h moins f de a égale à 1 sur factoriel 3 sigma pour ijk allant de 1 à 2 de hi, hj, hk, dérivée troisième de f par rapport à xi, xj, xk au point A. Il n'y a plus de θ ici. Plus un reste qui lui dépend des dérivées partielles d'ordre 4, mais au point A plus θh. Mais on sait que c'est le terme avec les dérivées partielles d'ordre 3 qui impose le si. Dans ce cas, il suffit de regarder le signe de ce terme, bien sûr, quand on est sur le noyau de h, et le comparer au signe de la forme quadratique quand on n'est pas sur le noyau. Sur le noyau, il est nul. Si on a le même signe, il s'agit d'un extrémum. Si les signes sont différents, il s'agit d'un point de sel. Alors, on peut passer maintenant à la première question de notre exercice. Alors, fg de fonction de classe c'est infini, f de xy est égal à x carré plus y carré g de xy, avec, rappelons-le, g en 0, 0 non nul. Alors, montre que f admet un extrémum au point 0, 0. Alors, dire qu'il y a un extrémum au point 0, 0, cela signifie qu'on a d'abord en ce point un point critique, que ce point est un point critique. Donc, il faut s'assurer que les dérivées partielles premières sont nulles. On les calcule alors. Alors, on dérive f par rapport à x, ça fait 2x fois g de xy, plus x carré y carré fois la dérivée partielle de g par rapport à x. On dérive maintenant par rapport à y, ça nous donne 2y g de xy, plus x carré plus y carré fois la dérivée de g par rapport à y. Et on voit que si on injecte xy égale 0, 0, on a bien la dérivée de f par rapport à x en 0, 0 égale 0, car il y a x carré plus y carré nul, et donc la dérivée partielle de f par rapport à x est nulle, au point 0, 0. De même, la dérivée partielle de f par rapport à y en 0, 0 est nulle, car y est nul, et x carré plus y carré est nul, donc ce produit est nul. Donc on a bien un point critique. Alors, reste à savoir si c'est un extrémum. Pour cela, on doit calculer les dérivées secondes. Alors, la dérivée seconde de f par rapport à x carré, il s'agit de dériver une deuxième fois la dérivée de f par rapport à x. Alors, ça donne 2g plus 2x dérivée de g par rapport à x. Ensuite, 2x dérivée de g par rapport à x, plus x carré plus y carré dérivée seconde de g par rapport à x carré. Si on injecte 0, 0 ici, on voit que tous les termes sont nuls sauf le premier qui vaut 2g de 0, 0. Alors maintenant, nous allons calculer les autres dérivées secondes. On reprend ici les dérivées partielles premières pour les voir. Alors si on dérive deux fois par rapport à y, donc on a ici 2g plus 2y dérivé de g par rapport à y pour le premier terme. Pour le deuxième, en dérivant par rapport à y, ça fait 2y dérivé de g par rapport à y, plus x carré plus y carré dérivée seconde de g par rapport à y2. Et en injectant 0, 0, tous les termes sont nuls sauf le premier, ça fait 2g de 0, 0. Pour la dérivée mixte, on peut dériver par exemple la dérivée par rapport à y, on la dérive par rapport à x. Alors, dériver le premier terme par rapport à x, ça fait 2y dérivé de g par rapport à x. Dériver le deuxième terme par rapport à x, ça fait 2x dérivé de g par rapport à y, plus x carré plus y carré, dérivée seconde de g par rapport à y, puis par rapport à x.
En injectant 0, 0 à la place de xy, on voit bien que tous les termes sont nuls. Donc la dérivée mixte est nulle. Donc finalement, la matrice hessienne s'écrit 2g de 0, 0 sur la diagonale et 0 ailleurs. Alors pour décider de la présence d'un extrémum, nous allons calculer les mineurs principaux. D1, c'est le déterminant de la matrice ayant formé de la première ligne et de la première colonne, c'est 2g de 0, 0. Et D2, c'est le déterminant de H. Ça fait 4g carré de 0, 0. Remarquons qu'il est strictement positif. Donc cela suffit pour dire qu'on a un extrémum. Alors plus exactement, si D1 est positif, c'est un minimum local. Et si D1 est négatif, c'est un maximum local. Donc si G de 0, 0 est positif, f admet un minimum local en 0, 0. Et si G de 0, 0 est négatif, f admet un maximum local en 0, 0. Alors, passons à la deuxième question. Dans la deuxième question, il s'agit de prouver l'existence d'un voisinage du point 0, 0 sur lequel f n'admet pas d'extrémum autre qu'au point 0, 0. Alors, on rappelle ici les dérivées partielles premières. Existe-t-il un voisinage de 0, 0 tel que il existe un point xy de V où les dérivées partielles sont nulles? Alors nous voulons savoir, est-ce qu'il y a un voisinage? Nous allons montrer qu'il y a un voisinage de 0, 0 sur lequel il n'y a pas d'extrémum. Donc déjà, si par exemple les dérivées partielles ne sont pas simultanément nulles, c'est qu'il n'y a pas de point critique et donc il ne peut pas y avoir d'extrémum. Alors, dire que les deux dérivées partielles sont nulles, cela revient à dire que le gradient est nul. Ou bien, on va prendre ici le carré de la norme du gradient. Si le carré de la norme du gradient est nul, la somme des carrés des dérivées partielles premières est nulle. Ça veut dire que les deux dérivées partielles premières sont nulles en xy. Alors nous allons donc calculer le carré de la dérivée partielle de f par rapport à x, plus le carré de la dérivée partielle de f par rapport à y, en un point xy. Donc on va élever au carré ces quantités-là. Alors le calcul est fait à l'avance pour vous faire gagner un peu de temps, et on trouve 4x carré g carré, plus 4x facteur de x carré plus y carré g d de g sur dx, plus x carré plus y carré le tout au carré fois la dérivée de g par rapport à x au carré. Ça, c'est le carré de la première dérivée partielle. La deuxième, ça va donner 4y carré g carré plus le double produit 4y x carré plus y carré g dg par rapport à y, dérivée partielle de g par rapport à y, et enfin le carré du deuxième terme. Alors, si on regarde toute l'expression, on voit que nous allons mettre 4g carré en facteur dans 4x carré g carré, 4y carré g carré. Ça fait 4 facteur de x carré plus y carré facteur de g carré. Les doubles produits, nous les plaçons juste après. Et les carrés des derniers termes, on va les grouper et on va mettre x carré plus y carré au carré en facteur dans ces deux termes-là. Donc l'expression devient le gradient de f au carré égale, on peut mettre d'ailleurs x carré plus y carré en facteur de tous les termes, et on obtient un facteur de ce crochet-là. Alors maintenant, si on s'écarte du point 0, 0, le facteur x carré plus y carré est strictement positif. Parlons du crochet maintenant. Ce crochet. Ce crochet est formé de fonctions xy et de dérivées partielles de g. Or, g est de classe infinie, donc on peut affirmer sans problème que le crochet est une fonction continue. Appelons-la h. h est une fonction continue. Si on calcule h de 0, on voit que tous les termes s'annulent sauf le premier, qui vaut 4 g carré de 0, 0, qui est non nul par hypothèse. Alors on est devant une fonction h qui est continue sur R2 et qui n'est pas nulle en un point. Donc on sait,
propriété de la continuité, qu'il existe tout un voisinage sur lequel H n'est pas nul. Le crochet n'est pas nul, bien sûr. Donc, si on s'écarte de 0, 0, si on se place sur ce voisinage de 0, 0, le crochet ne s'annule pas et x carré plus y carré ne s'annule pas si on s'écarte de 0, 0. Cela signifie quoi? Cela signifie que sur ce voisinage V de 0, 0, le carré de la norme du gradient n'est jamais nul. Donc, il n'est pas possible que les dérivées partielles premières soient simultanément nulles en un point de V autre que 0, 0. C'est ce qu'on cherche, donc sur V, f n'admet pas d'extrémum autre qu'en 0, 0. Voilà donc pour la deuxième question. Je vous remercie.